Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 14 juin 2018, ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion, réagit devant une pétition qui circule actuellement dans Portneuf concernant le protocole des ambulanciers. Saint-Basile renouvelle sa politique familiale et des aînés. Saint-Ubalde lance une offensive pour attirer de nouveaux résidents. Les 3 équipes Boscus donnent plus de 80 000 $ aux écoles de Saint-Léonard et de Rivière-à-Pierre dans le cadre du grand défi Pierre Lavoie. La programmation des fêtes gourmandes 2018 à Neuville au mois d'août annonce un autre franc succès. Et sur la scène culturelle, nous parlerons entre autres de la programmation de la salle Luc Plamondon et du parc des Anglais à Donnacona. Bonne émission. Tout d'abord, revenons sur le dernier conseil de ville de Saint-Raymond lundi soir dernier. Plusieurs sujets ont retenu notre attention, dont une sortie du maire Daniel Dion concernant une pétition qui circule depuis quelques mois dans Portneuf. Les signataires de la pétition demandent que le CIUS de la capitale nationale et le ministère de la Santé permettent aux usagers des services ambulanciers dans Portneuf d'aller à l'hôpital de leur choix. Actuellement, les ambulanciers de Portneuf doivent privilégier l'hôpital régional de Portneuf à Saint-Raymond comme lieu premier de traitement de soins. Par contre, les ambulanciers doivent se diriger au centre hospitalier approprié à Québec dans les cas qui nécessitent des soins de santé plus spécialisés et que la vie du patient dans l'ambulance est menacée. Une pétition papier circule actuellement, initiée par une résidente de Pont-Rouge et une autre de Rivière-à-Pierre, qui aurait été acheminée au CIUS de la capitale nationale et au ministre de la Santé. Écoutons une entrevue que nous a accordée le maire Daniel Dion à son bureau d'hôtel de ville cette semaine. Bonjour, M. Dion. Bonjour, M. Beausoleil. M. Dion, on est tout près de l'été, effectivement. Oui. C'est notre dernière émission FOCJSR de l'été. Vous avez vu un conseil de ville cette semaine, justement lundi. Un des points à l'ordre du jour que vous avez mentionné en début de séance, c'est une pétition qui est signée, qui vient de Rivière-à-Pierre. Comment vous interprétez justement cette pétition-là? Bien, c'est sûr qu'avec notre comité santé de la sauvegarde des soins de santé puis le développement des soins de santé que nous avons fait depuis 2 ans dans Portneuf pour améliorer nos urgences, on trouve ça un peu plate, qu'il y ait une pétition qui parte un peu contre les urgences de Portneuf. C'est sûr que c'est pas parfait, mais nous, on veut améliorer les urgences. Et puis là, la pétition dit on aimerait mieux court-circuiter les urgences de Portneuf pour aller directement à Québec. Mais ça, c'est pas un choix que les citoyens ont. Là. Finalement, c'est les ambulanciers qui décident, puis il y a un protocole qu'il faut qu'ils passent par Portneuf quand c'est possible. Quand c'est un cas, supposons, de crise cardiaque, c'est bien clair qu'il s'en va directement à l'hôpital Laval. Mais dans certains cas, des cas d'AVC, des fois, il peut être stabilisé en passant, comme on dit, puis il y a un médecin qui l'accompagne, alors c'est important. Mais j'aimerais mieux que les gens travaillent avec nous pour améliorer les soins dans Portneuf que de travailler contre. Puis ça fait un peu, quand on envoie ça, une résolution comme ça au ministre, ça nous aide pas, nous, dans notre comité. Je sais que les gens du CIUS sont pas très heureux de ça. Oui. Certains disent que l'attente à Saint-Raymond est longue depuis quelques mois. Oui. Est-ce que c'est le cas? Oui, parce qu'il y a de plus en plus d'ambulances qui sont orientées vers les urgences. Alors, c'est sûr que quand il y a juste un médecin de garde, puis qu'il y a une ambulance à tous les heures, bien, il s'occupe juste des ambulances
des ambulanciers, des patients qui arrivent par ambulance, puis ils oublient les gens qui sont dans la salle d'attente. Là. Alors, les gens attendent des heures, des 8 heures, 10 heures. Ça fait que ça veut dire que peut-être qu'il faudrait améliorer. Puis à certaines périodes de la journée, il faudrait que ce soit 2 médecins. Alors là, à ce moment-là, ça déboucherait tout ça. Ça aiderait à la circulation des patients dans l'hôpital. Oui. Alors, quelle stratégie vous pouvez déployer justement pour aller chercher d'autres médecins? Bien là, c'est ça. Notre comité de sauvegarde, premièrement, on s'assure que dans Port-Neuf, tout ce qui a été annoncé à l'hôpital régional, il y a beaucoup de choses annoncées, mais il n'y a rien de réalisé. Là. Ça fait qu'on s'assure que ça va être réalisé. Puis effectivement, ça avance bien. On a vérifié avec le CIUS dernièrement, là, il y a 2 semaines, tous nos dossiers avancent, que ce soit l'hémodialyse, la chimiothérapie, le TACO aussi, on est en mode solution. Puis plans et devis, recherche de professionnels. En plus de ça, on a fait dans notre comité un autre sous-comité qui va s'occuper juste des médecins. Est-ce que dans Port-Neuf, on a notre part de médecins dans la capitale nationale par rapport, par exemple, à Charlevoix, d'autres régions? Puis, après ça, une fois qu'on les a dans Port-Neuf, est-ce qu'ils sont bien répartis sur le territoire de tout Port-Neuf, à savoir aussi bien dans le sud que dans le nord, etc., parce qu'on sait qu'on a une problématique de couverture de médecins. Alors, les gens sont là-dessus, sont en train de faire une évaluation très serrée là-dedans. Oui, mais où en êtes-vous justement dans cette étude? Bien, justement, on a des gens très compétents dans le sous-comité, M. Julien et puis M. Plamondon. Sont en train de faire une évaluation. M. Marcoux de Nakano, c'était des gens partout du comté. On a des gens aussi de l'Ouest, M. Frenette, qui sont là-dessus. Ça fait que c'est le fun. On a des gens vraiment régionaux, puis on est en train d'évaluer. On fait puis des rencontres avec les médecins s'il y a lieu, pour être sûr de voir la problématique, puis qu'eux autres, les médecins, comprennent bien notre réalité ici dans Port-Neuf. Oui. Mais comment le ministère pourrait justement demander aux médecins de s'installer ici dans Port-Neuf? Bien, il y a des retours de région qui appellent, là, des gens qui sont allés faire leur stage ailleurs, etc., qui peuvent revenir dans la région. Ça, il y en a quelques-uns qu'on est en train de cibler. Et puis, il faut comprendre qu'ici, juste à Saint-Raymond, il y a 5-6 médecins qui sont des bébés boomers, qui sont entre 60 et 70 ans, qui vont prendre leur retraite au cours des prochaines années. Alors, il faut combler ces postes-là. Et puis, dans les prochaines années, il va y avoir des nouveaux médecins qui vont être aussi sortir, qui vont venir finalement dans la capitale nationale. Alors, il faut avoir notre juste part dans Port-Neuf. Une couple de médecins par année, peut-être combler ces postes-là. Oui. Revenons peut-être au conseil de ville de lundi. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Entre autres, vous avez parlé de la réhabilitation du terrain contaminé pour construire la future caserne. Ça a suscité une certaine réaction dans la population? Oui, bien c'est ça. On avait un citoyen quand même, M. Jean Légaré, qui nous a envoyé une communication pour dire que les gens étaient inquiets, que c'était un terrain contaminé, qu'on construisait sur un terrain contaminé, mais il ne savait pas toute l'approche. Alors, on lui a répondu, puis là, ça m'a fait prendre conscience qu'il faut peut-être informer la population. C'est qu'on a à peu près 6 pouces d'études depuis 2 ans dans ces terrains-là. C'est des terrains contaminés, effectivement, qu'il y avait dans le temps. C'est un garage qu'il y avait, M. Jobin, qui était là il y a 50 ans. Et puis, dans le temps, les normes n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Alors, ça a été réhabilité, ce terrain-là. Et puis, il y a un autre terrain maintenant à côté, c'est qu'il y a un garage aussi. Et puis, ces 2 terrains-là ensemble, il y a eu des tests de sol de fait. On appelle ça une phase 1, tout analyser ce qui s'est passé. Ça a nécessité une phase 2 parce qu'on a vu qu'il peut y avoir des problèmes. Phase 2, ça a nécessité une phase 3 parce qu'il y a même des bouts de terrain, finalement, de terre qu'il a fallu envoyer, nettoyer, finalement, pour l'environnement. Ça fait que... Et puis, on a eu des autorisations, on appelle une attestation du ministère de l'Environnement, comme quoi on peut construire une caserne. Ça fait que, je peux vous dire, on dirait que parce qu'on est une municipalité, on est plus surveillé même qu'un particulier. Ça fait qu'on est vraiment passé par toutes les étapes. Ça fait que c'est sûr qu'on n'a pas de problème dans ces terrains-là. En plus de ça, c'est que c'est un garage qu'on construit là. T'sais, même s'il y aurait eu des petits problèmes de contamination, là, c'est pas une garderie qu'on fait, c'est un garage, une caserne, avec des gens qui ne seront jamais là, même dans la caserne. Ça fait que... Mais en plus de ça, c'est qu'on est sûr que le terrain il est bien réhabilité. Alors, c'est des terrains laids qu'on avait à l'entrée de la ville, contaminés, qu'on va réhabiliter, puis qu'on va faire une belle caserne à l'entrée. Ça fait qu'on est bien heureux de ça. Oui. Où en êtes-vous, justement, dans le processus de construction des 2 bâtiments? Bien, justement, hier, cette semaine, on a donné notre autorisation, finalement, que c'est Construction Côté et Fils qui a gagné un peu l'appel d'offres pour la construction et du garage et de la caserne. Alors, ça va se faire au cours des prochaines semaines. Et puis, on attendait la signature du ministre définitive là, qu'on va avoir cette semaine.
Fait que là, on va pouvoir enclencher parce qu'il faut comprendre, c'est un dossier subventionné, puis on ne peut rien entreprendre avant d'avoir la signature du ministre. Sans ça, on n'est pas admissible à la subvention. Ça fait qu'il ne faut pas se tromper sur le moment où on donne vraiment le go au projet, mais ça va se faire au cours de la semaine. Ouais. Parlons maintenant des berges de la rivière Sainte-Anne au centre-ville. L'érosion, autant du côté sud que du côté nord, finalement. C'est une problématique qu'il va falloir régler un jour ou l'autre. Bien là, justement, on a eu des nouvelles photos ce matin. C'est que du côté sud, qu'on a parlé hier de la rivière, de la rue Beaulieu, il y a encore eu un autre affaissement, puis il y a des gros arbres qui ont tombé dans la rivière. Alors, il y a encore un bout de terrain qui s'est affaissé. Ça fait que là, ça empire la situation. Elle est déjà grave. On a des analyses qu'il faut agir rapidement. Alors, on a avisé encore le MSP ce matin parce qu'on veut faire un muret, là, un peu comme on avait fait dans le Rang du Nord, de pierre, puis tout à corriger ça pour que ça arrête de gruger tout le temps parce que la rivière est en train de dévier jusqu'à la rue, là, Beaulieu. Puis il y a un citoyen qui est quand même là sur le bord, alors c'est un peu dangereux. Mais là, M. Robitaille, Pierre est venu nous faire part que lui, du côté nord, parce qu'il y a un gros muret de pierre qu'on voit là, à chaque côté de la rivière. Et puis ça, c'est comme décimenté, ces pierres-là. Puis là, il y a du sable, puis il y a de la terre qui s'infiltre avec l'eau, puis ça se vide en arrière du mur. Alors, c'est son cas, lui. De l'autre côté de la rivière, ça fait que ça, c'est un autre problème qu'il faut arranger parce que si ça se vide trop en arrière du mur, à un moment donné, le mur va tomber dans la rivière, puis il ne faut pas que ça arrive. Alors, on va aller s'occuper de ça. Les gens sont même allés sur place aujourd'hui pour évaluer ça. Oui. Comité rivière, la saison est pas mal terminée. Qu'est-ce qui se passe du côté du comité? Bien, on a vu là, les gens du CAPSA, Mme Lagadec, qui est venue pour rechercher. Ils font actuellement une recherche de bénévoles pour aider les gens en cas de situation d'inondation, pour informer les gens aussi, les nouveaux arrivants qui achètent une maison, là, qui ne connaissent rien des inondations. Et puis pour les aider. Alors, ils sont en recherche des gens. S'il y a des gens que ça les intéresse, donnez votre nom, laissez des gens du comité rivière, des bénévoles qui font ça. Et puis on en est là, puis on attend les derniers rapports de nos chercheurs de l'Université Laval. Ils sont en train d'écrire le dernier rapport final de leur recherche. Oui. Alors, les gens appellent à la CAPSA, justement, s'ils veulent participer au comité de bénévoles pour aider. Il n'y a pas de problème. Du côté des financements, du côté financier, en fait, la Ville de Saint-Raymond, vous avez aussi donné quelques faits saillants. Oui. Tout est correct? Quels sont les principaux éléments? C'est un rapport financier qu'il faut faire maintenant annuellement sur les rapports financiers des vérificateurs des derniers états financiers du 31 décembre 2017. Alors, nous, c'est sûr qu'on a une très belle situation financière. On a fini avec plus qu'1 million de surplus l'année dernière. Des fois, les surplus, on dit c'est des surplus, mais on a eu plus de revenus. Bien, c'est bien comme ça. Les taxes de mutation, 260 000 de plus qu'on avait prévu, donc ça fait des surplus, etc. Ça fait que ces surplus-là sont engrangés, puis on s'en sert pour faire des projets, des fois pour ajuster des choses. Puis là, ça va nous aider aussi cette année. C'est la caserne et puis le garage. Ouais. C'est des gros financements. Alors, on ne veut pas toujours augmenter les taxes beaucoup. Ça fait que ces surplus-là nous aident à balancer notre budget sans refiler la facture toujours finalement aux citoyens. Oui. Certains ont manifesté peut-être d'avoir une piscine à Saint-Raymond? Ben oui. Ça, ça revient régulièrement. Là. C'est des jeunes, finalement, d'une école ici qui manifestent l'intérêt d'avoir une piscine. On sait que les gens de Saint-Raymond sont obligés d'aller à Pont-Rouge actuellement. C'est plate un peu d'être obligé de faire du kilométrage comme ça pour avoir ce service-là. Pour l'instant, c'est sûr que ça nous intéresse de regarder ça, mais pour l'instant, c'est pas dans nos cartons. On a des gros projets, là, comme la caserne et puis le garage. Et puis après ça, bien, ça sera peut-être la piscine. Une bibliothèque, peut-être? Bien, la bibliothèque est dans les cartons, en fait, avant ça aussi. Là. Ça fait que c'est des gros projets. Il faut trouver le financement. Il faut trouver de l'aide gouvernementale. On ne peut pas réaliser ça tout seul, charger ça aux citoyens. Là. Ça fait qu'il faut trouver de l'aide. Et on sait qu'il est en train de se construire une piscine à Donnacona. C'est pas facile non plus. J'ai vu qu'il changeait de terrain, etc. Bon, en tout cas, alors, ça va faire moins de pression peut-être sur la piscine de Pont-Rouge, donc plus d'accessibilité pour les gens de Saint-Raymond aussi. Là. Ça fait que, parce qu'il faut savoir qu'on paye là-dedans. Nous autres, on paye une cote-part à la piscine de Pont-Rouge pour que les citoyens de Saint-Raymond soient considérés un peu comme les citoyens de Pont-Rouge. Ils ne payent pas. Ils payent la même chose. Est-ce qu'il y en a plusieurs citoyens de Saint-Raymond qui utilisent la piscine à Pont-Rouge? Oui, il y en a quand même plusieurs. Plusieurs personnes, des personnes âgées, des personnes aussi, des adultes et des enfants là, qui l'utilisent. Oui. On a un rapport de ça annuellement. Oui. Et peut-être en terminant, une élection provinciale générale se tiendra le 1er octobre prochain. Oui. Vous, comme maire de Saint-Raymond et aussi membre de la table des maires de la MRC de Portneuf, qu'est-ce que vous revendiquez ou qu'est-ce que vous souhaiteriez justement comme issue constructive pour la municipalité? Bien, on a eu quand même... j'arrive du congrès de l'Union des municipalités qui s'est tenu à Gatineau, puis on a eu pas mal de choses. Les politiciens sont venus nous donner, jouer un peu au Père Noël, puis nous donner un peu tout ce que les municipalités réclamaient, c'est-à-dire 1% de TVQ
qui serait donné aux municipalités. Alors ça, c'est une nouvelle chose que le ministre Coiteau est venu nous affirmer. En plus de tous les chefs des autres partis sont venus nous confirmer ça dans la même journée avec le premier ministre. Alors c'est sûr qu'on va avoir ça, les municipalités. Des programmes d'infrastructure qui vont nous aider davantage, plus simplifiés. C'est ce qu'ils nous ont promis. Dans Port-Neuf aussi, on a un fonds de développement économique qui nous a été accordé avec... vous savez qu'on avait négocié avec la Ville de Québec et puis la capitale nationale un fonds de développement économique, maintenant qui va être réparti dans les MRC de la capitale nationale. Alors nous autres, on a eu notre fonds pour Port-Neuf, ça représente 6 millions de dollars sur 5 ans. C'est quand même des gros sous qu'on va pouvoir investir dans nos entreprises de Port-Neuf. Fait que on est bien content. Je suis sur le comité-là d'analyse des dossiers aussi. Là. Ça fait que je vais suivre ça de près. Alors pour l'instant, on veut travailler sur le tourisme avec l'Office du tourisme. Alors on siège avec Bernard Godreau, le préfet. Moi, je siège sur le Forum des élus, la capitale nationale, avec Anne-Maire Labaume. Ça fait qu'on travaille comme région. Puis on est quand même privilégié avec Anne-Maire Labaume qui demande beaucoup et qui réussit à avoir beaucoup aussi du gouvernement. Ça fait que nous autres, en faisant partie de la capitale nationale, on en bénéficie. Alors, on a plus que toutes les autres régions à cet effet-là au niveau du Fonds de développement économique. OK. Alors, M. Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, merci beaucoup et bon été. Oui, vous pareillement, tous les auditeurs. Merci. À Saint-Basile, les élus municipaux ont dévoilé dimanche dernier le renouvellement de la politique familiale et des aînés, dont la première version a été adoptée en 2011. Les nouvelles réalités des familles et des aînés ont amené les élus de Saint-Basile à s'ajuster et à développer un nouveau plan d'action de 3 ans, 2018-2021. Cette nouvelle mouture émane du programme et de la démarche MADA du ministère de la Famille, Municipalité Amis des aînés, et qui offre un soutien financier et d'accompagnement. À partir de différents sondages des besoins et des attentes de la population, un comité de suivi et de pilotage travaille depuis près de 2 ans à développer un nouveau plan d'action qui devient la référence des élus et des employés municipaux pour améliorer la qualité de vie des familles et des aînés, en plus d'en attirer d'autres. La conseillère municipale à Saint-Basile et responsable de la politique familiale depuis novembre dernier, Hélène McHugh, nous énumère certaines réalisations. Déjà, plusieurs actions concrètes ont été réalisées. Notons, entre autres, la bonification des équipements du parc de la rue Gauthier, où on se trouve aujourd'hui. Là, on a fait l'ajout de balançoires, de maisonnettes, le réaménagement complet là, qui s'est fait la semaine dernière. On a aussi le réaménagement des sentiers piétonniers et du corridor scolaire, l'organisation de la fête des voisins, entre autres, aujourd'hui, qui était une des actions là, dans le plan d'action. Plusieurs autres projets sont en cours actuellement, dont la mise en place d'un jardin communautaire à l'école primaire. Une invitation est lancée à tout citoyen qui aimerait s'impliquer bénévolement dans le comité. Et d'ailleurs, le dévoilement de la nouvelle politique familiale à Saint-Basile se tenait dans le cadre de la fête des voisins sur la rue Gauthier, une initiative d'une citoyenne maman qui demeure sur cette rue, Marie-Pierre Cadotte, et qui fait partie de ce comité. Nous, c'était important qu'on fasse une activité ici à Saint-Basile parce qu'on est fiers de demeurer ici. On voulait qu'on organise de quoi de solidaire, de connaître notre voisinage et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a mis de l'avant l'activité. On voulait, en se rencontrant au début pour former notre comité, on a rapidement nommé qu'on avait une inquiétude quant à la sécurité des enfants dans la rue. On est allé au conseil municipal pour nommer cette problématique-là. Et 2 semaines après, bien, on avait déjà une piste cyclable dans notre rue. Fait que déjà là, notre petit comité a amené un petit plus. Merci aux gens du conseil et le maire. Merci. Soulignons qu'une des réalisations majeures issues de la politique familiale et des aînés à Saint-Basile aurait été la construction de l'habitation pour personnes âgées Papillon des Jardins, une résidence de 20 logements sur 3 étages, construit au coût de 4,3 millions de dollars en 2014. Le service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier invitait la population ce dimanche dernier, 10 juin, en après-midi, à une visite guidée de la caserne des incendies située au 4251 route de Fossambeau. Le service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier dessert aussi Fossambeau-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph, un territoire d'environ 165 km² et une population d'environ 10 000 habitants. Le service compte 35 pompiers premiers répondants au sein de sa brigade, 5 membres à temps plein, dont un directeur, un chef de division
premier répondant, un chef de division prévention-formation et un préventionniste et un pompier. Au niveau de l'état-major, on retrouve un directeur, 2 capitaines et 4 lieutenants. Le service de protection contre les incendies comporte une caserne avec 9 véhicules d'intervention, une autopompe principale, 2 autopompes citernes, un véhicule d'élévation, un véhicule de poste de commandement sauvetage, une mini-pompe, un véhicule de premier répondant, un véhicule d'officier de garde prévention et le véhicule du directeur. Le service reçoit un total d'environ 250 appels annuellement pour des feux de bâtiments, des accidents de véhicules avec ou sans désincarcération, les feux de véhicules, des déclenchements de systèmes d'alarme, des sauvetages en forêt ou sur le lac Saint-Joseph, des déversements de matières dangereuses et des entraides intermunicipales. D'autre part, comme le prévoit la loi sur les cités et villes, la trésorière de la municipalité, Mme Julie Cloutier, a déposé au Conseil lundi dernier les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2017. Les dépenses des différents services à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier ont totalisé 10 277 000 avant amortissement, un écart de 0,7 % par rapport au budget, pour des revenus totalisant 12 229 000, un écart de 0,4 % par rapport au budget. 1 628 000 ont été remboursés sur la dette et 144 000 au fonds de roulement. Le surplus non consolidé de l'année 2017 se chiffre à 413 000. Le surplus accumulé non affecté totalise 752 000. Les surplus réserves financières et fonds réservés totalisent 1 154 000 $. L'endettement à long terme non consolidé totalise 23 384 296 par rapport à 20 531 265 en 2016. L'endettement total net à long terme à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier se chiffre à 22 885 000 pour un ratio d'endettement de 2,57 %, une amélioration par rapport à 2016 où le ratio était de 2,75 %. À Saint-Ubalde, 2 nouvelles retiennent l'attention cette semaine. Un incendie d'entrepôt de sirop d'érable dimanche dernier et le dévoilement d'une stratégie municipale pour favoriser la venue de nouveaux résidents. Tout d'abord, l'incendie de dimanche dernier, 10 juin, et qui a fait le tour des médias de Québec, aura ravagé un entrepôt de sirop d'érable de la compagnie Gestion Multi-Éco, un des bâtiments de l'ancienne scierie et propriétaire Savard et Fils de la rue du Moulin, en plein cœur de Saint-Ubalde. Un feu mal éteint à proximité de l'entrepôt en fin d'après-midi dimanche est la cause de l'incendie. Des soupçons criminels ont rapidement été dissipés par les enquêteurs de la Sûreté du Québec suite à la rencontre de 2 adolescents lundi dernier. Aucune accusation criminelle ne sera portée dans cette histoire et on estime les pertes, bâtiments et sirop, à 1 million de $. Les gestionnaires de la compagnie ont manifesté leur désir de reconstruire leur entrepôt. Parlons maintenant d'une nouvelle plus positive et constructive à Saint-Ubalde. Les élus ont dévoilé cette semaine leur stratégie pour attirer de nouvelles familles à Saint-Ubalde. La municipalité a fait appel à l'entreprise Visages Régionaux, basée principalement dans le Kamouraska, pour élaborer la stratégie de communication sur 3 ans qui vise à positionner ou différencier Saint-Ubalde, une municipalité de 1400 citoyens, par rapport aux autres municipalités. La première phase consiste à cibler les personnes âgées entre 28 et 40 ans, comme nous le dit Marie-Ève Arbour de l'entreprise Visages Régionaux. On est sur un segment 28-40 ans à peu près, parce qu'évidemment, quand on va travailler au niveau de Facebook, on va travailler avec une stratégie de ciblage, donc pour s'assurer que nos publications soient vues par la bonne clientèle cible et qu'on puisse réussir à les attirer. C'est important d'un moment donné faire un profil et d'identifier aussi une certaine tranche d'âge. Donc, on est sur principalement le marché de Québec, mais également là, des MRC voisines. Donc, on parle aussi évidemment qu'on veut essayer de drainer les gens de Portneuf qui sont installés ailleurs ici, les gens des Chenaux, les gens dans Mekinac. Donc, on vient vraiment là, autour de Saint-Ubalde et le segment sur Québec.
Une nouvelle entité visuelle, un micro-site web ohqueui.com, ohqueui.com, et positionner Saint-Ubalde comme une municipalité où il est possible d'accéder à une première maison, démarrer une entreprise et élever une famille, en plus de souligner le virage écologique qui a été amorcé depuis quelques années, sont au cœur de la stratégie. Une douzaine d'entrepreneurs ont accepté d'emboîter le pas à la campagne promotionnelle intitulée « Entreprendre Saint-Ubalde » et chaque entreprise sera visible une par mois par la diffusion d'une production vidéo sur le micro-site web. On compte 65 entreprises à Saint-Ubalde. Une offensive de communication sur les médias sociaux et 10 véhicules lourds de l'entreprise Transport Cochon et 6 voitures de résidents affichent les couleurs de Saint-Ubalde. 500 autocollants sont aussi imprimés pour les résidents qui aimeraient apposer les couleurs de la municipalité sur leur voiture. Les dirigeants de la MRC de Portneuf et de la table de concertation agroalimentaire de Portneuf ont annoncé ce jeudi matin qu'un montant de 10 000 $ du programme d'aide financière au circuit agro-touristique, au marché public et au marché de Noël, en plus des activités d'autocueillette ou de vente de produits agricoles à la ferme, permettra une meilleure concertation entre ces organisations et une plus grande promotion pour attirer davantage de visiteurs. Rappelons que l'an dernier, les 12 élus siégeant au Forum des élus de la capitale nationale ont signé une entente sectorielle d'1,3 million de $ visant à favoriser le développement des activités agricoles et agroalimentaires sur leur territoire et que dans Portneuf, depuis 2 ans, une meilleure concertation se dessine de plus en plus. Cette contribution servira à faire rayonner le regroupement Portneuf Culture de Saveurs, notamment ses attraits agrotouristiques, ses entreprises qui offrent des activités d'autocueillette ainsi que ses kiosques à la ferme. Elle servira aussi à promouvoir et à bonifier l'animation des 3 marchés publics portneuvois, ainsi que les 2 marchés de Noël, soit le Noël d'antan de Cap-Santé et le Noël au village de Deschambault. Un concours pour les 3 marchés publics avec un prix d'une valeur de 500 $ sera mis en place et 2 prix d'une valeur de 250 $ seront tirés par marché de Noël. Les coupons sont disponibles dans le courrier de Portneuf sur le site Internet de Culture de Saveurs et sur Facebook. De plus, la présidente de la table de concertation agroalimentaire de Portneuf, Manon Brazeau, a dévoilé l'édition 2018 de la carte promotionnelle de Portneuf, Culture de Saveurs. Cette carte, imprimée à 5 000 exemplaires, présente les 38 entreprises membres de Culture de Saveurs et seront distribuées un peu partout dans Portneuf. Une version électronique est publiée sur le site web de Culture de Saveurs. Le comité organisateur des Fêtes gourmandes de Neuville a dévoilé cette semaine la programmation de la 7e édition qui sera présentée du 24 au 26 août. Bouffe, art, spectacle, bière, signature, animation et parc familial composent cet événement gourmand devenu incontournable et un attrait touristique d'importance dans la capitale nationale. On estime à 125 000 le nombre de visiteurs aux Fêtes gourmandes de Neuville depuis 6 ans. Le budget 2018 est estimé à quelque 600 000 $ et les 2 porte-paroles, les chefs Jean Soulard et pour la première année, Sébastien Laframboise, un jeune chef, dirigeront un banquet gastronomique pour quelques 750 convives. Écoutons Sébastien Laframboise nous décrire son cheminement. Premièrement, c'est un honneur d'être là, aux côtés de Jean Soulard, qui est probablement la figure emblématique de la gastronomie qui m'a amené vers la région de Québec. Donc, je suis originaire de l'Outaouais, je suis déménagé à Québec il y a une douzaine d'années. C'est Jean Soulard qui m'a guidé vers mon premier emploi au Clocher Penché. C'était son bistrot préféré, qu'il disait à l'époque. Donc, me voilà une douzaine d'années après, porte-parole avec lui dans un événement gastronomique. C'est vraiment un honneur d'être là. Puis, c'est un plaisir de travailler avec Jean Soulard également. Écoutons maintenant une entrevue que nous a accordée le président et directeur de l'événement, Stéphane Réaume, juste avant la conférence de presse. Stéphane Réaume, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, Stéphane, vous lancez officiellement la programmation de la 7e édition, en fait, des Fêtes gourmandes à Neuville. Dans quel esprit on a
concocté, en fait, cette 7e édition? Bien, c'est sûr que c'est dans l'esprit d'améliorer l'événement, bien sûr. Chaque année, on veut passer à une autre étape et on atteint nos lettres de noblesse un peu comme le maïs de Neuville. Après 6 ans, les gens nous connaissent. On est rendu un événement qui est reconnu à travers le Québec au niveau gourmand, événement gourmand. Donc, on veut améliorer l'événement d'année en année et cette année, bien sûr, avec le préau de la ville de Neuville qui vient d'être construit, ça nous donne plus de possibilités encore que l'an passé. Oui, et justement, qu'est-ce qui s'ajoute cette année? Bien, qu'est-ce qui s'ajoute? C'est sûr que dans le préau, les exposants vont avoir plus d'espace, mais le public aussi. On a 2,5 fois plus d'espace qu'on avait antérieurement. On a 40 % de nouveaux exposants qui viennent d'arriver. On a plus de 40 exposants dans le terroir, à part les food trucks, les cuisines de rue et les artistes artisans. Donc, on parle d'une 60aine d'exposants cette année pour les fêtes gourmandes. Oui. Parlons de spectacles, ce qui entoure en fait tout ça. Oui, bien, cette année, il y a l'ajout d'une scène culinaire, mais on a encore un concept spécial. Donc, le concept spécial, c'est le choc des maïs avec les Vilains Pingouins et les Frères à cheval, où les deux groupes vont être 3 heures de temps sur la scène à s'opposer à travers des thèmes. C'est un nouveau concept qui ne s'est jamais vu en festival au Québec. OK, que vous initiez ici à Neuville. Oui, exactement. Puis en plus, on a Vincent Vallière, qui est une des têtes d'affiche présentement au Québec au niveau de la musique francophone. Donc, on est très content d'avoir Vincent Vallière. On a le Ben à Boivin qui s'ajoute. On a des artistes locaux de la région également. Donc, on a une belle programmation. Gimme Four le vendredi qui va faire danser tout le monde. Donc, on est très fiers de la programmation de cette année. Vous avez encore vos porte-paroles? Oui, bien sûr. On a Jean Soulard qui ne peut pas être ici ce soir, mais on a Sébastien Laframboise qui est porte-parole avec lui. On a 2 générations, donc 2 générations différentes. Et Sébastien qui va être le coordonnateur aussi du banquet pour cette année. Donc, on est très fiers d'avoir ces 2 têtes d'affiche au niveau culinaire qui sont importantes au Québec. Oui. Comment, justement, se prépare ce grand banquet? Ce grand banquet, il reste à peine 100 billets pour les 750 places parce qu'on passe de 675 à 750 cette année. Et on a Sébastien qui a été recruté, plusieurs chefs. Je peux même pas vous dire les noms des chefs, c'est lui qui va l'annoncer ce soir. Donc, je vous dirais qu'on va avoir aussi plus d'informations à partir de où pour le banquet. Oui. C'est une fête familiale aussi. Qu'est-ce qu'on offre aux familles? On a le parc familial qui est complètement gratuit cette année parce que le reste de l'événement, c'est la première fois que l'admission, il y a un forfait d'admission, donc soit un bracelet d'admission ou un forfait d'admission et dégustation que les gens achètent pour entrer sur le site. Mais le parc familial est complètement gratuit. On va avoir un canon à mousse. On va avoir 3 jeux gonflables sur place, mais on va avoir également de l'animation. On a sculpture de ballon, maquillage. On va avoir la Maison des jeunes qui est là, de la barbe à papa à l'érable pour les jeunes. Et on va avoir une surprise qui va être annoncée au mois d'août aussi pour les repas du vendredi, du samedi, dans la journée également. Oui. Qu'est-ce qui fait la force de cet événement ici? C'est l'implication de toute la communauté. Des gouvernements qui ont reconnu, après tant d'années, les gouvernements reconnaissent tellement que maintenant, si on compare avec il y a 2 ans, on a eu une augmentation de plus de 80 % de nos subventions. Donc, on passe à plus de 107 000 $ cette année en comparaison à 82 000 l'an passé. Donc, au niveau des subventions, ça nous aide également à faire beaucoup de choses. Mais au niveau des commanditaires aussi qui sont impliqués en échange de services, c'est ce qui fait notre force. On a plus de 225-250 000 en échange de services. C'est ce qui fait que Neuville a un événement qui vaut plus de 600 000 $ dans une ville de 4 200 habitants. Oui. Et peut-être en terminant, les gens qui veulent suivre la programmation, c'est disponible sur votre site, j'imagine? Oui, sur le site fgdn.ca. Donc, vous allez pouvoir voir la programmation puis voir toutes les petites nouveautés avec le stationnement, avec les navettes, etc. Et notre volet co-responsable qui va être plus impliqué cette année. Oui, et les billets pour le banquet sont disponibles aussi via le web? Via le web, exactement. Via le web, mais aussi chez Desjardins en pré-vente. Ça termine bientôt, la pré-vente des billets chez Desjardins. Oui. Alors, Stéphane Réaume, merci de l'entretien et bon événement au mois d'août. Merci. Bon été gourmand à tout le monde.
Les écoles Saint-Cœur-de-Marie de Rivière-à-Pierre et Marie du Saint-Sacrement à Saint-Léonard de Portneuf et ces deux municipalités n'oublieront pas de sitôt le mercredi 13 juin dernier sous le préau de Saint-Léonard en début d'après-midi lors du dévoilement des montants récoltés par les deux écoles dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie et de la présence des 3 équipes Boscus. Une fête avait été organisée pour accueillir les cyclistes des 3 équipes Boscus de passage à Saint-Léonard avant leur arrivée au Saguenay pour le périple de plus de 1000 km du Saguenay jusqu'à Montréal ces jours-ci. Parmi les cyclistes, on retrouve Jean-François Dion de Série-Dion avec son vélo en bois, un Piccolo. Selon l'entente entre Boscus et les écoles, seule l'équipe Boscus 1 devait remettre les surplus de leur récolte, mais les équipes 2 et 3 ont surpris tout le monde en remettant plus du double. D'un montant d'un peu moins de 40 000 $, c'est un peu plus de 80 000 $ qui est maintenant disponible pour aménager et équiper la cour d'école de Rivière-à-Pierre et bonifier les équipements sportifs de l'école primaire de Saint-Léonard. Écoutons une entrevue avec les 2 responsables et coordonnatrices de cette activité spéciale, Marie-Christine Moras de Rivière-à-Pierre et France Lafleur de Saint-Léonard. Marie-Christine, bonjour. Bonjour, bonjour. France Lafleur, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on ressent présentement après cette activité quand même importante pour les élèves de nos 2 écoles, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre? Marie-Christine? C'est ce qu'on ressent, c'est une fierté incroyable. C'est un accomplissement d'équipe incroyable aussi. Un partenariat municipal et scolaire avec la commission scolaire, les 2 écoles, on est un peu sans mots présentement, honnêtement. On est très, très fiers. Une surprise aussi au niveau de l'équipe Boscus 2 et 3 qui nous ont offert leur fonds, qu'on ajoute déjà au montant de Boscus 1. Donc, c'est une surprise incroyable. Ça, on ne s'en attendait pas du tout, là, ni une ni l'autre. France, comment on réagit après tout ça? Ah ben écoute, je chante souvent « Il est où le bonheur », mais là, présentement, il est ici. Il est ici, ah oui. C'est notre hymne 2018, là, c'est « Il est où le bonheur ». C'est assez extraordinaire. Après tant de travail, parce qu'on a travaillé beaucoup, ça, on ne peut pas se l'enlever, là, mais il reste quand même qu'avec une belle équipe en arrière de nous, mais je suis sans mots tellement que je suis émue. Ouais. Puis je suis très, très contente pour nos enfants, pour la municipalité de Saint-Léonard, pour la municipalité de Rivière-à-Pierre. C'est vraiment quelque chose de fantastique et je crois que ça va rester dans nos cœurs très longtemps. Oui, dans nos mémoires. Qu'est-ce qu'on retient de toute cette expérience? Parce que ça fait quand même un bon bout de temps que vous travaillez, c'est ça? Depuis janvier qu'on est sur le projet, pratiquement à temps plein, là, parce qu'on a quand même des tâches autres aussi, là, France et moi, là, à la municipalité. Donc, on essaie de combiner tout ça ensemble, mais c'était les levées de fonds importantes quand même par l'encan. Ensuite, on a eu le pont payant à Rivière-à-Pierre, on a eu la soirée de poker, il y a eu la soirée country, la vente des calendriers par les 2 OPP des 2 écoles. C'était... La couverte... La courte pointe, oui, l'artisanat et loisirs de Rivière-à-Pierre, la courte pointe qui était ajoutée à ça. On a peur d'en oublier, hein, il ne faudrait pas. Oui, de toute façon, on en a parlé quand même pas mal, mais France, qu'est-ce que tu retiens justement de toute cette expérience-là de ton côté? Écoute, moi, je suis en fin de mandat, en fin de travail. En fin de carrière. En fin de carrière, oui. Alors, c'est comme un bonbon, là. J'ai bien commencé ma carrière, je l'ai bien fait, je crois. Mais là, c'est comme... c'est quelque chose... c'est un beau cadeau de la vie, là. Un vrai beau cadeau de la vie. C'est un summum. Puis je vais répéter ce que le maire a dit parce que ça m'a fait chaud au cœur, parce qu'il m'a dit, France, c'est pas juste une bonne fin de carrière que tu as. Tu as eu une merveilleuse carrière. Alors ça m'a fait vraiment très, très chaud au cœur que mon maire me dise ça. Alors... Mais tout est fantastique parce que depuis le temps qu'on travaille ensemble, là, nous, on s'est toujours bien entendus. On fait ça, go, go, go. Chacun ses forces aussi. On se complète vraiment très, très bien. Moi, c'est un gros morceau là, que je perds avec France qui quitte, mais c'est pour accomplir d'autres projets que je suis certaine elle va très bien c'est une première, en fait. C'est vraiment un premier projet d'importance. D'importance, oui, qui se traite par les 2 municipalités et les 2 écoles. Là. Oui, on a eu cet hiver, ce printemps, les déjeuners causeries aussi, partenariat municipal, donc 2 à Rivière-à-Pierre, 2 à Saint-Léonard. Mais là, de dire qu'on a un projet d'envergure comme ça, impliquant aussi pratiquement 150 personnes au niveau des 2 écoles, ça c'est un beau défi qu'on a bien relevé, je crois. Vraiment.
Ah oui, On a tape bien- là-dedans. Oui. C'est pas tout à fait terminé en Non. tant que tel parce que vous partez. Est-ce que tu y vas aussi, Oui, France? certain. Certain, Alors, maman. vous partez Je pour l'aurais pas Montréal. Comment on se prépare? Là? Tout est prêt là, pour Tout le est prêt, départ? oui, exactement. Donc, on a le Grand Défi Pierre Lavoie, la Grande Récompense, a une organisation incroyable également. Donc, on était, oui, coup de cœur Rio Tinto, mais on est soutenu par une équipe superbe qui nous ont dirigés au niveau de l'organisation. L'inscription des enfants, l'inscription des accompagnateurs, former les groupes parce qu'on y va par un ratio d'un adulte pour 5 enfants. Donc, tout est bien dirigé pour qu'on puisse aller de l'avant avec ça, sans crainte, sans inquiétude. On s'en va à Montréal, les autobus, on part samedi matin, puis on revient dimanche en début de soirée. Ouais. Nous, on a su cette bonne nouvelle-là seulement que jeudi passé. Alors ben là, on se retourne vite, puis on s'organise. Mais comme Marie-Christine dit, c'est vraiment une équipe du tonnerre qui nous chapeaute là-bas. Là. Fait qu'on a les documents nécessaires, puis la procédure, le déroulement, tout ça. Alors, il nous reste juste à activer le système et c'est tout. Là. Mais samedi matin, on part une belle gang ensemble là, pour 2 jours de festivités. En terminant, évidemment, les 80 000 en fait, vont servir à améliorer les cours d'école. En fait, La cour d'école à Rivière-à-Pierre, puis nous, c'est l'équipement sportif. Ah oui, OK. À Saint-Léonard. Oui, où on en est justement dans ces démarches là, d'achat et tout. Pour la cour d'école, le projet débute dès la fin d'année scolaire. Donc, Mme Larivière aura son chapeau blanc tout l'été, en fait, pour superviser les travaux avec les contracteurs. Donc, à l'entrée scolaire 2018-2019, la cour d'école devrait normalement être complétée ou peut-être quelques derniers ajustements. Au niveau de Saint-Léonard... La liste est longue. Oui. La liste est longue, puis là, elle va se rallonger encore plus parce qu'on n'attendait pas autant d'argent. Alors, c'est un heureux problème. Oui. Alors, France Lafleur, merci beaucoup. Merci. Marie-Christine Moras, merci beaucoup. merci Et félicitations pour le très beau travail. Merci beaucoup, merci. Une soixantaine de citoyens de Deschambault-Grondines et une dizaine de bénévoles d'Alcoa ont participé ce mardi au Cap Lauzon à Deschambault à une activité de sensibilisation à la protection du fleuve et au nettoyage des rives. Des experts de l'Université Laval ont initié les participants à une méthode d'identification et d'éradication d'une espèce exotique envahissante, la renouée du Japon. Cette activité est une collaboration entre l'organisme Stratégie Saint-Laurent, la Fondation Alcoa et la MRC de Portneuf. La Fondation Alcoa a fait don de 10 000 $ à Stratégie Saint-Laurent pour cette activité. Les citoyens ont été invités par la suite à une dégustation de produits locaux et le maire de Deschambault-Grondines, Gaston Arcan, a invité les gens à participer à la démarche du fonds Aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables qui permet de réaliser différents projets dans les municipalités de Deschambault-Grondines et Ville de Portneuf. Depuis 2012, des projets comme la coopérative jeunesse de service de Deschambault, l'Escouade bleue, les pistes de vélo de montagne et randonnée pédestre à Portneuf, la reconversion du couvent de Deschambault, le CPE à Portneuf, le food truck du marché public de Deschambault ou la revitalisation du centre de deck hockey Portneuf ont vu le jour. Le comité de sélection des projets a identifié certaines pistes de projets qui émanent d'un forum jeunesse avec les 89 jeunes de niveau primaire, une première d'ailleurs, et du forum annuel des citoyens de Deschambault-Grondines et de Ville de Portneuf. Parmi ceux-ci, notons chez les jeunes une activité éducative touchant l'agriculture et les enfants, l'aménagement de sentiers éducatifs dans la forêt ou un quartier résidentiel favorisé équipé de panneaux solaires, éoliennes, barils récupérateurs d'eau de pluie, haies coupe-vent et autres technologies possibles. Quant aux idées du dernier forum citoyen du 19 novembre dernier, des projets d'instaurer une politique alimentaire écologique pour les écoles, améliorer le local et les services à la Maison des jeunes de Portneuf, un projet artistique par le médium de la photographie, bonifier les ateliers du Moulin, la serre de l'école de Grondines et mieux aménager la place du quai du secteur de Grondines. Stéphanie Poiré de la MRC de Portneuf a expliqué la stratégie concertée de mise en valeur du Saint-Laurent dans Portneuf entre les municipalités riveraines de Neuville, Donnacona, Cap-Santé, Portneuf et Deschambault-Grondines. La croisière sur le Saint-Laurent, qui a été développée l'an dernier pour faire découvrir Portneuf sur un autre angle, sera de retour cette année à partir du quai de Portneuf et 2 projets de sentiers sont en développement. Écoutons Stéphanie Poiré nous décrire justement ces 2 projets.
qui est le projet appelé Promenade du Saint-Laurent, qui en fait, le but est justement de permettre aux gens d'accéder au fleuve, de se promener le long du fleuve. Actuellement, on est en train de faire un peu étude de pré-faisabilité en amont là, pour voir les tronçons qui seraient possibles de développer au niveau de parcours sur la grève tout au long des municipalités du Saint-Laurent. Et on se rend compte qu'il y a des richesses extraordinaires quand on va sur on fait nos visites terrain. C'est incroyable, là. On ne peut pas savoir qu'il y a... La plupart des gens ne savent pas ce qu'il y a là. Mais vous l'avez vu aussi d'ailleurs, ceux qui sont allés faire les corvées tantôt. Et le troisième projet en cours, c'est l'implantation de parcours piétonniers dans les 5 municipalités riveraines, mais qui lient les cœurs de village justement au fleuve. Toujours à Deschambault, ce jeudi 14 juin, les dirigeants, employés et chercheurs du Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, le CRESAD, ainsi que des élus municipaux et autres partenaires du CRESAD, ont souligné les 100 ans d'histoire de l'institution. Le Centre de recherche est actif dans 4 domaines d'intervention: la production de lait, vaches et chèvres, la production de viande, bouvillons, vaches, veaux, porcs, poulets, lapins et chevreaux, la production d'œufs ou d'œufs de consommation et d'incubation, ainsi que la production apicole, le miel, pollinisation et services conseils. Pour chaque production, on retrouve un bottin des chercheurs et des partenaires de recherche, les bâtiments et les équipements selon les espèces animales, le troupeau qui est parfois permanent, le contrôle de la qualité ainsi que les étapes de réalisation d'un projet de recherche. La 9e édition du Relais pour la vie de Portneuf, qui s'est déroulée dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 juin dernier au parc Donnacona, aura permis d'amasser 146 589 $ pour la Société canadienne du cancer, un record. Depuis ses débuts, on comptait 289 participants répartis en 32 équipes en provenance des 4 coins de la région de Portneuf et des environs. Les participants ont marché et chanté toute la nuit, du soir au petit matin, encouragés par des centaines de spectateurs. Depuis la toute première année du Relais pour la vie de Portneuf, un montant total de 1 044 496 $ a été récolté dans Portneuf pour lutter contre tous les cancers. Le comité organisateur planche déjà sur la 10e édition qui aura lieu en juin 2019, une édition que l'on promet festive. Dans le même ordre d'idées, Éric Aspiro, un ancien sergent du 5e régiment de l'artillerie légère du Canada de Valcartier, un frère d'armes de notre collègue à CJSR, Philippe Gignac, participera cette année au cyclo-défi contre le cancer les samedis et dimanches 7 et 8 juillet prochains. Le cyclo-défi contre le cancer marque son 10e anniversaire en 2018. Les cyclistes rouleront entre Montréal et Québec pendant ces 2 jours. Les sommes amassées soutiennent la recherche, les traitements, les soins et les programmes de prévention à l'hôpital général juif et ses partenaires à travers la province. Le dimanche 8 juillet, Éric Aspiro sera de passage dans le comté de Portneuf et pour nous en parler, il est avec nous en studio. Alors bonsoir Éric. Bonsoir. Merci de prendre un petit temps avec nous en studio. Éric, pourquoi justement c'est la cause du cancer dans votre cas? J'ai perdu beaucoup de frères d'âme à cause du cancer. Plusieurs membres de ma famille aussi, amis. J'ai des amis qui combattent le cancer en ce moment et qui l'ont combattu. Puis c'est ça qui m'a amené à faire ce défi. Oui. Est-ce que plusieurs anciens combattants, justement, ou combattants meurent du cancer? Ça arrive à l'occasion, oui. Oui? Oui. Et quels sont les cancers les plus répandus à partir de vos connaissances? Il y a plusieurs cancers, des ganglions, cerveau, le sang. C'est différent comme ça, pas mal ce genre-là. Oui. Ouais. Et devant justement ce phénomène, vous avez décidé d'entreprendre justement ce cyclo-défi. En fait, pourquoi justement de choisir le cyclo-défi contre le cancer? C'est que quand on donne l'effort, on se sentait utile envers la population. Puis en sortant de l'effort, je cherchais quelque chose à faire pour me sentir encore utile. Puis j'ai tombé sur des causes comme ça. Puis celle-là me touche vraiment, vraiment le cancer. Oui, il y a plusieurs cancers, mais pour le défi-là, c'est le cancer en général. Oui, c'est un défi, c'est un cyclo-défi. En fait, c'est à vélo. Vous avez une bonne randonnée à faire de Montréal jusqu'à Québec. Ça prend beaucoup d'entraînement. Vous avez commencé l'entraînement
Fin avril. Fin avril? Oui. Qu'est-ce que ça a été justement comme entraînement? Je sais que Philippe vous a accompagné aussi. Oui, c'est mon entraîneur personnel. C'est votre entraîneur personnel? Oui. Je fais environ 40-50 km en moyenne par jour. Ah, par jour, quand même? OK. Oui. Régulièrement dans Port-Neuf, j'imagine? Port-Neuf, oui, régulièrement. Port-Neuf, côté du fleuve Saint-Laurent. Oui. Oui. Pour participer au cyclo-défi, il faut amasser quand même un bon montant d'argent. Juste pour... comment ça fonctionne exactement? Bien, quand on s'inscrit, il faut qu'on récolte de l'argent jusqu'à 2500 $ pour pouvoir participer au cyclo-défi. Ouais. Ça prend donc 2500 $ pour participer, pour être participant au cyclo-défi. Oui. Et cet argent-là sera remis justement pour la recherche, comme on disait tantôt. Oui. Comment vous avez fait pour aller chercher ces montants d'argent-là? Bien, par commanditaire, famille, amis, c'est ça, par vidéo, que mon ami Philippe a conçu vidéo, mon entraînement. Ouais. Et est-ce que vous avez atteint votre but? Je ne l'ai pas atteint, presque, mais je vais l'atteindre. Ouais. Comment on fait justement pour souscrire à votre cause? J'ai un montage vidéo, c'est Éric Pédale pour la cause. Éric Pédale pour la cause? C'est ça. Ça, c'est sur Facebook? YouTube. Ah, sur YouTube? Oui, okay. YouTube. Puis ça, là-dedans, il écrit tout, comment venir pour souscrire, pour avoir des fonds. Oui. Vous allez être, parce que, en fait, c'est le dimanche 8 juillet, vous allez, où vous allez être dans Port-Neuf exactement? Vous passez par quel endroit? Au port de Trois-Rivières jusqu'à Québec, fait qu'on va allonger la 138. OK. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Passer par Donnacona, j'imagine? Oui, Donnacona, Neuville, tout le long de la côte. Vous êtes combien de cyclistes, savez-vous, au total? En ce moment, non, je ne sais pas. Là. OK, j'ai hâte de voir ça. Oui. Est-ce que vous faites des arrêts régulièrement? Oui, à peu près, je pense que peut-être aux 50 km ou 70 km, on fait des arrêts. Vous allez arrêter, j'imagine, dans le bout de Donnacona. Est-ce que vous allez faire une petite halte là? Ou, oui, je ne sais pas où encore. Parce que c'est en peloton, ça, oui, c'est en peloton, oui. C'est tout le groupe qui partait de Montréal jusqu'à Québec, en fait? Oui, Montréal, Trois-Rivières. Il y a un arrêt à Trois-Rivières? C'est ça. On couche là le soir. Couchez là? OK. Puis le lendemain, c'est Trois-Rivières, Québec. C'est votre première expérience comme expérience de vélo de ce genre? C'est mon plus gros. C'est mon plus gros. Ah oui? Oui. L'année passée, j'ai fait Louis Garneau, Grand-Fondon, Trois-Rivières, Québec. Oui. Après, j'ai fait l'hôpital Laval pour recherche, cœur, poumon, etc. Fait que là, c'est mon plus gros. Cette année, oui. Oui. Ouais. Est-ce que ça vous tente de reprendre à chaque année ou comment on voit ça? Oui. Ah oui, chaque année, vous souhaiteriez pour la cause du cancer aussi? Cause du cancer, puis différentes causes aussi. Ça me motive aussi personnellement, puis ça apporte de quoi à des personnes. Oui. Vous êtes retraité, en fait, de l'armée depuis quand, ça fait? Depuis 2013. Depuis 2013. Ouais. Originaire de Passepédiac? Oui, Passepédiac, oui. En Gaspésie. Ouais. Alors, Éric Aspiro, peut-être rappelons justement les gens qui veulent souscrire. Il s'agit d'aller sur YouTube. Éric Pédale pour la cause et toutes les informations sont là, j'imagine? Oui, tout est là, oui. Tout est là. Alors, Éric, merci de cet arrêt ici. Et peut-être, vous avez des remerciements peut-être à faire? Oui, si vous me permettez. Je voudrais remercier CJSR pour l'accueil que m'avait fait. Les commanditaires m'ont fait aussi, les commandites. L'industrie éphémère, qui est mon emploi, les commandites aussi, puis m'avoir permis de pouvoir m'entraîner la semaine. Ma famille, mes proches, mes amis, mes frères d'armes, qui m'ont beaucoup soutenu là-dedans. Et le dernier, et non le moindre, mon grand ami Philippe Gignac, qui m'a aidé à trouver des solutions pour ramasser des commandites, etc., montage vidéo. Gros merci à Philippe. Éric Aspiro, merci beaucoup. Merci. Bon périple. Merci bien. Alors, les actualités culturelles et communautaires après la pause.
Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. L'organisme Art Spect, qui gère la salle Luc Plamondon à l'école secondaire de Donnacona, a lancé la programmation 2018-2019 cette semaine. Dominique et Martin le 28 septembre, Ludovic Bourgeois le 6 octobre, Peter McLeod les 19 et 20 octobre, mini party d'Halloween avec Bill et ses bestioles le 28 octobre, Mario Jean, Marc-André Coallier, Luc Boucher et France Parent le 23 novembre, Marie-Michel Desrosiers, Martine Sinclair, Luce Dufault et Marie-Hélène Thibert le 25 janvier 2019, ainsi que Jérémy Demé le 1er février, King Melrose le 16 février et Sylvain Cossette le 2 mars figurent dans la programmation de la salle Luc Plamondon et les billets sont disponibles via le réseau Billetech. Du côté de la programmation estivale au Parc des Anglais à Donnacona, on retrouve les soirées thématiques Fiesta latine et country pop, précédées de cours de danse. La traditionnelle fête de fin d'été revient cette année, une fête familiale avec jeux gonflables et spectacles. On retrouve également du cinéma en plein air pour les enfants, en plus des soirées Petit Mercredi avec différents groupes musicaux, dont les Vinyls, Styx et son hommage à Eric Clapton, et Yvon et sa clique. Des soirées cardio-latino sont prévues tous les mardis à partir du 26 juin. Rappelons que toutes ces activités au Parc des Anglais sont gratuites et se tiennent beau temps, mauvais temps, sauf pour le cinéma, dont les projections auront lieu à la Maison de la Culture de Donnacona. Un résident de la ville de Portneuf, Germain Julien, vient de lancer un nouveau CD dont la totalité des ventes iront à l'organisme d'aide en santé mentale pour les citoyens de la région de Portneuf, l'Arc-en-Ciel. En 2004, Germain Julien a joint une troupe de chant et lors de son premier solo en spectacle à vie, Manon Chénard-Marcotte, alors enseignante à l'École de musique de Niarcan, lui offre des cours d'interprétation qui se poursuivent en fait toujours après 14 ans. Il a interprété Starmania autour du piano, entre autres, avec Valérie Carpentier et Marika Sokoluk. Une autre interprétation du genre est prévue au printemps 2019 avec, entre autres, Félicia Co. Germain Julien a aussi pris des cours de chant classique avec Christine Bernard. Il a été sélectionné au concours Ma première place des arts, en plus de faire partie du drame musical Les Engloutis, en compagnie de Jérôme Couture, finaliste à la voix, en plus de participer à un camp musical de jazz au domaine Forget avec Rainy Lee, une grande chanteuse jazz canadienne. Et en octobre, justement, dernier, sa conjointe lui a offert un enregistrement studio à Donnacona, ce qui lui a permis d'enregistrer 3 chansons sur un CD et donner l'entièreté des ventes à l'Arc-en-Ciel. Une deuxième campagne avec le même CD, incluant 2 nouvelles chansons, sera lancée en plus d'un vidéoclip et le CD sera distribué dans différents commerces de la région de Portneuf. Pour l'instant, le CD est disponible à l'Arc-en-Ciel et l'album se vend au coût de 15 $. Le Raymondois Pierre-Olivier Moisan invite la population à son prochain spectacle des Tocadéo le soir du samedi 13 octobre à la salle Sylvain Lelièvre du Collège Limoilou. Les billets au coût de 38,50 $ sont disponibles auprès de Pierre-Olivier Moisan que vous pouvez rejoindre sur sa page Facebook. Ce jeudi 14 juin, on a procédé au lancement du musée historique du magasin Général Paré sur le chemin du Roi à Deschambault, fondé en 1866. Le magasin compte 3 étages dans le commerce. Au premier étage, vous aurez d'autres images au cours des prochains jours ou prochaines semaines. Parmi les activités culturelles et communautaires à venir, notons Espace Art Nature et le chemin qui marche présente Secret de mon jardin, spectacle pour la famille racontant l'histoire du jardin du vieux couvent de Neuville en musique, marionnettes et images les 15 et 16 juin prochains à compter de 20 h. Et autres activités pour tous au cours des
des prochains jours et des prochaines semaines. Et peut-être mentionnons que la Ville de Saint-Raymond et son comité d'embellissement annoncent leur participation au grand concours intitulé « Du jardin dans ma ville » avec le dépôt d'une candidature pour le projet une plate-bande pour nos aînés au parc Alban Robitaille. Il faut dire que pour gagner le concours et le prix d'une valeur de 15 000 $, la population est invitée à voter en ligne sur l'onglet « Voter concours du jardin dans ma ville ». C'est disponible sur le site web de la Ville de Saint-Raymond à la droite de l'écran et il faut récolter en fait le plus de votes possible d'ici le 3 septembre prochain. Alors ça complète Info CJSR pour cette semaine. Alors, merci à Stéphane et Philippe à la régie, au montage et à la caméra sur le terrain, de même que Tony et Danick à la caméra sur le terrain et au montage. Merci de prendre du temps avec nous à chaque semaine à la télé comme sur le web. Passez un bel été et on se revoit au début du mois de septembre en pleine campagne électorale provinciale. Passez du bon temps et un petit clin d'œil aussi à tous les papas. Bonne fête des pères ce dimanche 17 juin. Et on se laisse avec des images qui plairont aux amateurs de 4x4, le Mud Fest qui se tenait samedi dernier, 9 juin, sur les terrains de la route Corcoran à Saint-Raymond. Alors, bon été et amusez-vous bien.